Voilà. Bon, donc, il est 10 heures un peu plus. Vous savez qu'on est très à cheval sur les horaires à des d'opéra. Bonjour et bienvenue. Je vous resitue un peu le pourquoi de cette rencontre, puisque, comme vous le savez tous, ou je pense, et toutes, cette saison, elle est inscrite sous un fil rouge, mais le courage. Hein. Donc, c'est une thématique qui a été choisie par l'opéra en fonction de la programmation. Des opéras et aussi des symphoniques. Je vous reprécise, par exemple, les deux symphoniques et après, et surtout le courage, avec la cinquième de Shostakovich, Train de Penderecki et Poème de contes de fées de Gubaidulina. C'est donc trois expressions différentes du courage de compositeurs face à la censure. Donc il y a vraiment une unité dans la saison et il nous avait semblé intéressant d'explorer ce vaste champ à l'aide de quelqu'un de compétent, à savoir Eric Amraoui, qui est chercheur au CNAM et maître de conférence en philosophie. Donc le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Et donc, ça fait plusieurs années qu'il travaille sur le travail, justement, et le développement. Cette réflexion s'est inscrite spécialement sur la condition humaine, notamment face aux enjeux contemporains. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ce matin, aux enjeux contemporains liés au travail, à la performance et aussi à ce qui nous guette tous, la finitude de la vie. Voilà. Donc, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, Eric, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le choix de votre titre, pour le moins intriguant, je trouve, le travail du courage, parce qu'on a un peu l'impression que le courage lui-même est un travail, alors qu'on aurait plutôt tendance à penser que c'est une vertu, voire une capacité innée, héritée, on serait courageux de naissance. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que ce titre un peu bizarre ? Alors pour le comprendre, je préciserai que j'enseigne au Conservatoire national des arts et métiers à la chaire de psychologie du travail, où nos étudiants vont faire des enquêtes de terrain dans le monde du travail. Et du coup, d'accord, je vais monter en... Voilà. Et peu à peu, en lisant les comptes rendus d'observation clinique de nos étudiants, j'en suis venu à mettre à l'épreuve la conception philosophique commune du courage comme vertu, pour le penser également comme travail, comme activité résistant à un ensemble d'obstacles, de détermination. Alors dans le monde du travail, exemple, je vais parler à partir d'exemples. La lâcheté, mais une lâcheté d'un nouveau type. Non pas la fuite devant un danger, l'attitude commune du lâche, mais le fait que personne ne soit jugé responsable de rien dans le monde du travail actuel. Tout repose sur les épaules de l'individu. Vous tombez malade, vous n'avez pas su vous montrer assez résilient, assez fort. C'est de votre fait. Voyez, et du coup, le courage m'est apparu tout autant comme travail de vie, d'une vie résistant à la mort, au poids du destin, que comme vertu au sens classique. Oui, vertu, alors c'est quoi une vertu ? Alors, vertu, ça vient du latin, la virtu, la force. Mais attention, non pas la force au sens mécanique, mais au sens moral ou éthique. On définit ainsi le courage dans la tradition, surtout à partir du XVIIe siècle, comme fortitudo, c'est-à-dire comme force d'âme.
Voilà, la vertu, c'est en ce sens. Hein. Mais suffit-il d'être doué de fortitudo, de force d'âme, pour être courageux? Et on ne peut pas figer les catégories. Le monde imprime des évolutions dont le philosophe doit tenir compte pour repenser les catégories philosophiques. Justement, ça, à ce propos, force d'âme, ok. La vertu, il n'y a pas un lien avec viril, parce que vous dites souvent qu'on oublie une partie de l'humanité, en plus, dans l'histoire du courage. Donc, ce serait intéressant peut-être de préciser, est-ce que le courage a un sexe ? Hélas, oui. Le courage est enfant du patriarcat. Le courage a été inventé dans la société grecque et à l'époque, on l'appelait l'andreia, la vertu de l'homme par excellence. Le courage est pensé sur un modèle masculin, viril, ce qui exclut évidemment beaucoup de monde, vous l'imaginez, et ce qui pose un problème que je qualifierais en termes de vulnérabilité conceptuelle du courage. C'est son talon d'Achille. Le courage, ne pense pas l'intégralité, n'est pas conçu pour envelopper l'intégralité de la condition humaine. Ce qui fait qu'il est une vertu à moitié aveugle. Aveugle. Il y a une cécité conceptuelle du courage. Est-ce qu'elle vient des philosophes, cette cécité conceptuelle du courage ? Parce que quand vous parlez d'Andreia, il y a aussi cette qualité de l'anère. Donc ça va jusqu'à, c'est-à-dire du mal, hein, c'est bien ça. Et il y a même un médecin dans les temps anciens, mais on dirait que c'est toujours présent à l'heure actuelle. C'était à l'époque de la Renaissance, je crois que vous citez Johann Huarte, qui avait délocalisé le courage du cœur vers les testicules. Donc ça rappelle certaines expressions très, très parlantes que je ne dirai pas parce que je ne peux pas dans ce... Donc oui. Bien sûr. Et l'étymologie du mot testicule, c'est témoin. C'est ce qui atteste de la virilité. Et donc, effectivement, il y a tout un imaginaire viriliste du courage. Vir, en latin, c'est la force. Mais les philosophes, peu à peu, distingueront force au sens viriliste, vir, de fortitudo, force d'âme, qui est une puissance de l'esprit, un souffle de vie. C'est plus profond. Est-ce que justement, puisqu'on a vu hier la première d'Orlando, est-ce que Zoroastro était sur en partie sur ce versant de force d'âme ? Parce qu'il sollicite quand même Orlando à revenir à la raison, qui se laisse entortiller par cet amour fou dont il n'arrive pas à se dépatouiller. Est-ce que ça serait dans ce sens-là ? Alors, l'opéra Orlando, inspiré de l'Arioste, le Roland furieux, est vraiment très important, à mon sens, pour comprendre une autre signification profonde du courage. J'ai parlé de l'imaginaire viriliste, mais les Grecs ont inventé un autre concept beaucoup plus intéressant qui va nous rapprocher de la notion de travail. C'est celui de thumos, Thumos, c'est-à-dire cette contradiction dynamique en nous entre l'ardeur, le bouillonnement des passions et la raison, la mesure. Thumos, c'est cela. Et c'est ce que nous sommes toutes et tous, cette contradiction entre les deux. Hein ? Et dans justement Orlando, hier, il y a le personnage éponyme, Orlando, qui dit « Je suis animé par la gloire et tourmenté par l'amour ». Eh bien, l'amour, c'est le bouillonnement des passions,
Et puis la gloire, c'est une certaine idée, un certain idéal. Voyez ? Et on peut dire que Orlando vit douloureusement cette contradiction, qu'il est même travaillé par l'imaginaire viriliste du courage aussi. Hein. Et puis, pour compléter ma réponse, que signifie étymologiquement, en français, le mot courage ? Cour, ça vient de bouillonnement affectif, c'est le cœur. Âge, le suffixe âge signifie ce qui fait unité, ce qui confère une unité à cette effervescence passionnelle. Vous retrouvez mariage, l'unité de l'homme et de la femme. Vous voyez, il y a des noms comme ça, c'est très intéressant. Mmh. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure, ça fait penser à la figure d'Achille versus la figure d'Ulysse, l'endurant, la fermeté d'âme, Pénélope. Bien sûr. Oui. Alors, le cas de Pénélope, je m'arrêterai peut-être d'abord à la figure de Pénélope. Que fait Pénélope ? Elle tisse un ouvrage le jour qu'elle détisse la nuit, contrevenant ainsi à la définition grecque du travail comme évaluable à partir du point de vue de son résultat, l'œuvre achevée. Elle détruit ce qu'elle fait, elle détruit la nuit ce qu'elle fait le jour. Pourquoi ? Pour retarder les appétits des prétendants d'Ulysse qui attendent impatiemment de pouvoir la prendre pour épouse. C'est une ruse. Donc, le courage, il est un travail à la fois, chez elle, de construction-déconstruction. Et puis Achille et et Ulysse. Ulysse, il met 20 ans à rejoindre Ithaque et on peut le caractériser par la patience. L'association du courage à un travail de patience pour retrouver ce qu'il est. Après maints détours, après être passé par les envoûtements de Circé, après être passé par maintes épreuves. Achille, c'est le héros bouillonnant, mais qui ignore, qui faute d'accepter sa vulnérabilité, sera vaincu, le fameux talon d'Achille. Et là, ce sont deux figures du courage. Le courage d'Achille s'apparente davantage à une forme de témérité. Voyez ? Et je rappellerai que chez les Grecs, chez Aristote, le courage, ce n'est pas la témérité, ce n'est pas la lâcheté, c'est un juste milieu entre lâcheté et témérité. Un mésone, une médiété. C'est le meilleur point entre eux. Voilà. Donc, vous voyez, on retrouve la mesure. Donc, c'est vrai parce que j'avais noté aussi Platon, Socrate, mais c'est peut-être l'auteur que vous venez de citer. Le courage est la science de ce qu'il faut redouter. C'est intéressant comme remarque. Donc, ça a un lien avec la science, avec le savoir, avec la connaissance d'une certaine manière, peut-être de soi, de ses propres limites. C'est ça ? Oui. Alors, Aristote, le même Aristote, dit dans l'Éthique à Nicomaque qu'être courageux, c'est savoir ce qui, en réalité, est à redouter, et non pas de façon seulement imaginaire, et n'est pas à redouter. C'est vraiment nous inciter à ne pas craindre ce qu'il n'y a pas lieu de craindre, et que nous craignons souvent, et à craindre ce qu'il y a lieu de craindre, et que nous ne craignons pas. Et puis, le même Aristote, dans le même ordre d'idées, dit, en fait, l'homme courageux n'est pas celui qui évacue la peur. Ce n'est pas celui qui dit « je n'ai jamais peur ». La peur n'existe pas pour moi. L'homme courageux, le courageux, c'est celui qui sait composer avec sa peur, celui qui vit avec elle. D'ailleurs, ça me fait penser
plusieurs choses. Et dans la programmation de l'opéra, à Blanche, dans le dialogue des Carmélites, parce que vraiment, elle, au départ, elle a tellement peur que finalement, elle se dit qu'elle vivra mieux à l'intérieur d'un couvent que de vivre dans la société. Et pourtant, à la fin de l'opéra, après être partie et sortie du cloître dans lequel elle se trouvait, elle revient rejoindre ses sœurs pour passer à l'échafaud. Donc, ça illustre tout à fait ce que vous venez de dire à propos du courage. Et on peut même aller jusqu'à, effectivement, la patience, comme si du côté d'Ulysse, de Pénélope, l'endurance, la fermeté d'âme, que ça s'auto-régulait un petit peu. Alors que du côté de l'hubris, ça ne s'auto-régule pas, ça reste de la pression, de la pulsion, quelque chose qui déborde. Ça me fait penser aussi au concept, c'est un mauvais mot, yin-yang en Chine, où le yang, effectivement, il monte, il monte, il monte. Le yin, il est bloqué à un moment donné, de toute façon, même scientifiquement parlant, à moins 243 degrés, on ne peut pas être plus froid. Alors que ça peut chauffer beaucoup plus. Et c'est quelque chose, oui, effectivement, qui est intéressant en lien avec les limites, donc les connaître. Quelles sont nos limites? Qu'est-ce qu'on se sent capable de faire et pas se tromper sur ces limites. Donc, pas être aveugle par rapport à ça. Et je me demandais si on ne pouvait pas aussi ajouter au terme de silence de courage, pardon, l'intelligence, parce qu'il y a ruse, mais ça peut paraître un petit peu négatif, mais c'est une forme d'intelligence de la situation, c'est-à-dire qu'on va aussi vers ce que vous disiez, c'est pas le courage, ce sont les courages, toujours en situation, c'est bien ça, j'ai bien compris. C'est ça. Et le fait d'avoir été courageux à un moment de la journée, exemple, un soldat qui est courageux sur le champ de bataille, qui rentre à la maison et se conduit comme un lâche, ne sait pas reconnaître la valeur de l'amour de sa femme. Vous voyez, le courage n'est pas une rente. Le fait d'avoir été courageux à un moment donné ne préjuge pas de la capacité à le rester. Hein. Il y a une précarité du courage. Hein. Le courage n'est pas l'héroïsme non plus. Vous avez évoqué la question de la passion des extrêmes. Non, le courage est quelque chose de plus tempéré. C'est un juste milieu. L'héroïsme s'apparente parfois davantage à une forme de témérité. Et il met en danger inconsidérément la vie, c'est Achille, la vie de la personne. Le courage, voilà, c'est ce juste milieu, oui, qui suppose une conscience, effectivement, une science de ce qu'il y a lieu de craindre ou de ne pas craindre, mais cette science, elle repose sur quoi ? Elle repose sur un travail, ce que j'appellerais, puisque j'essaie de revenir au sujet, un travail de sensibilité. La personne qui éprouve de la peur et qui pourtant continue de résister, il connaît la valeur de sa vie. Il ne va pas s'exposer au risque inconsidéré de la perdre. Il sait la valeur de sa vie, mais il continue, mu par un idéal de sauvegarde des intérêts collectifs. Voyez ? C'est ça le travail de sensibilité du courage. C'est la composition permanente avec la peur, avec sa propre précarité. Hein ? Alors, on pourrait même aller plus loin parce que Yankelevitch, je fais comme si je savais tout. Hein. J'ai trouvé une citation qui était intéressante. D'ailleurs, je crois que c'est vous qui me l'avez soufflé quand on a échangé à propos du courage. Et j'ai trouvé que c'était génial, ça, comme l'art des commencements. Donc, comme s'il y avait un insu finalement, quelque chose qui n'était pas visible. Il y avait aussi cette thématique de la gloire. On voit, on est sur l'estrade, on se montre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour pouvoir justement se montrer? Il y a tout un travail qui est fait. Et donc, il y a l'insu, effectivement. Et pourquoi l'art des commencements? Oui, alors, on pourrait ici comparer le courage à l'inspiration.
L'inspiration, vous savez, l'illumination qui éclaire l'esprit et le cœur du Créateur à un moment donné. On se dit, ça vient d'en haut. En réalité, comme l'a montré une de mes collègues philosophes, Marianne Massin, dans l'inspiration philosophique, eh bien, l'inspiration ne naît que sur fond d'un long travail de réceptivité. Il faut se rendre réceptif à. Et puis, rien ne se passe pendant des semaines, des mois et parfois même des années, au point que je me mets à douter de moi, de mes capacités. Et puis un jour, ça vient, ça y est. Eh bien, le courage, c'est la même chose. Le courage ne s'exprime pas sur le fait à partir d'une décision. Je ne décide pas, je ne peux pas décider d'être courageux. Je puis préférer le courage à la lâcheté, mais il ne suffit pas de me décider à être courageux pour l'être. Le courage surgit à la manière d'un événement, me surprend. Tiens, je ne me sentais pas capable de faire cela. Mais vous ne l'aviez pas anticipé. Je me croyais lâche, pleutre, incapable de grandes choses. Et le courage m'a saisi. Mais peut-être parce que, durant de longues années, eh bien, je n'ai pas étouffé ma révolte, je n'ai pas étouffé ma sensibilité, je ne me suis pas laissé tordre le cou à ma propre sensibilité. Vous savez, l'éducation des petits garçons, c'est souvent ça. Les mamans ont peur que leur fils ne soit pas assez viril et donc les encouragent à s'endurcir, mais pétris de bonnes intentions. Et du coup, eh bien, on cesse d'apprendre d'être capable de pleurer, vous voyez, tout ce qu'on apprend comme ça. Et on émousse cette sensibilité. Mais si on refuse de la laisser s'émousser, eh bien, peut-être que cela favorise la constitution d'un terreau de réceptivité favorable à l'émergence imprévue, incontrôlée, incontrôlable du courage. C'est un peu réhabiliter l'émotion, accepter de faire rentrer l'émotion, accepter l'émotion, les émotions, les travailler, c'est ça. Ce que j'avais vu aussi, et ça justement je voulais vous demander ce que ça signifiait, parce que je n'ai pas compris. La subjectivité entendue comme pouvoir de sentir, donc ça je comprends, d'éprouver la vie en soi, que nous tenons du corps lui-même et de son mode fondamental de pâtir, la souffrance comme mode radical de révélation de la vie elle-même. Donc la souffrance, c'est Lévinas qui raconte ça. Donc les philosophies occidentales, dit-il, n'ont jamais intégré dans leur système cette souffrance en raison de son caractère réfractaire à l'activité synthétique de la conscience, qu'on appelle la perception consciente. Bon, c'est du jargon philosophique. Ouais, donc pour ça, décodage. Décodage. Le courage est toujours obligé de composer avec la déception, la déceptivité. Travailler, c'est quoi? C'est composer avec ce qui me résiste. Et donc, ce qui est générateur d'une certaine souffrance, d'un certain pathos. Je suis déçu. Je vois cette belle nature. Je suis peintre. Je suis incapable de la rendre telle que j'aimerais la rendre sur ma toile. Je compose avec une disproportion existant entre ce que je ressens et ce que je peux exprimer. Je ressens la merveille qu'est ce paysage, mais sur le papier, je suis... Alors ça, je cite implicitement une lettre à Théo de Van Gogh. Je voulais en... Voilà. Alors, c'est ça, pour expliquer, j'espère avoir été un peu plus clair que dans la formule alambiquée technique, mais qui est là aussi pour... les philosophes n'ont pas une syntaxe compliquée pour couper le plaisir de couper les cheveux en quatre. C'est pour dire les choses de façon synthétique et appropriée à la complexité de ce qu'ils ressentent. Mais ils peuvent aussi l'exprimer autrement. Ce sont des hommes avant d'être... Voilà. La preuve.
Je reviendrai bien sur Van Gogh parce que j'ai trouvé aussi, c'est dans un article que vous avez écrit, Van Gogh donc évoque, on voulait parler aussi un peu du courage en art, et puis cette histoire de travail, il évoque la métaphore de la toile d'araignée. En disant que l'œuvre, et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant, ne serait pas là, et c'est ce que vous venez de dire, le résultat d'une conquête, d'une performance, mais plutôt d'un état d'écoute. Donc si on est là à vouloir, ça ne marche pas. Un état d'écoute, une réceptivité à soi et au monde. Et c'est dans la patience que l'on peut créer. Donc il y aurait presque, je crois que c'est vous qui dites ça, une folie de l'excès dans la patience chez Van Gogh pour accéder à son objectif. Et là j'y viens, accéder à une invisibilité, ça c'est beau. Écoutez bien, une invisibilité qui n'est pas l'autre du visible, mais qui en constitue le cœur. Ça va, c'est très chouette ça. Donc c'est vraiment abandonner toute idée de maîtrise pour accueillir. On ne sait pas faire ça. Non. Mais vous voyez, alors ça c'est très important. La science moderne, que fait-elle? Elle essaie de rendre visible l'invisible. Voilà, conversion de l'invisible en visible. Ce que fait Van Gogh, ce n'est pas ça. Ce que font les artistes. Ils essaient purement et simplement de voir l'invisible. Ce n'est pas la même chose. Donc, nous ne sommes pas dans une logique de repérage objectif, d'objectivation du réel, mais de composition intime avec lui. Ça veut dire quoi? D'où la nécessité, ça veut dire la nécessité pour l'artiste de développer des sens nouveaux, le travail de sensibilité. Je ne vois a priori rien, pourrait se dire l'artiste. Et pourtant, si je veux produire une œuvre où la personne qui la contemplera y verra quelque chose, et pas simplement ma subjectivité, où je me raconterai, où je ne me contenterai que de me raconter, hein, eh bien, si je veux donner quelque chose à voir à un public, il faut que je voie quelque chose. Mais je n'en ai pas forcément les moyens. D'où le travail patient, arachnéen dont parle Van Gogh, tapi dans une antre à observer, à s'enrichir de micro-perceptions, de géopoésie, extraite de l'observation de la terre, des sols, des végétaux, de la nature, de ses mouvements, de ses bruissements, etc. Et peu à peu, eh bien, je me mets à voir ce que je ne voyais pas, ce qui était invisible à mes propres yeux, et à caresser l'espoir, ce n'est qu'un espoir, de pouvoir en rendre visible un fragment dans l'œuvre que je créerai. On est donc bien loin de l'image du conquérant et du génie, inspiré par quelques muses. C'est autre chose. Je me demandais si on ne pouvait pas faire une petite pause avec la lecture d'un petit conte. Qu'en pensez-vous? On fait ça? Et on rebondit ensuite sur... alors, je ne sais pas si vous connaissez, je vous ai amené le livre, mais on n'a pas pensé à le projeter. C'est un livre qui est sorti il y a déjà pas mal de temps. Ça s'appelle Yacouba. C'est un livre pour un album jeunesse. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que ça pouvait aussi être un élément de réflexion. On pourrait rebondir. Et je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées encore sur ce texte. Je vous le lis si vous voulez bien, parce que si vous ne le connaissez pas, vous ne pourrez pas non plus comprendre de quoi il s'agit. Donc, voilà. Donc, Yacouba, c'est de Thierry Dedieu. De partout à la ronde, on entend le tam-tam. Au cœur de l'Afrique, dans un petit village, on prépare un grand festin. C'est un jour de fête. On se maquille, on se pare. C'est un jour sacré. Le clan des adultes se rassemble et désigne les enfants en âge de devenir des guerriers. Pour Yacouba, c'est un grand jour. Il faut apporter la preuve de son courage et seul affronter le lion. Sous un soleil de plomb, marcher, franchir les ravins, contourner les collines, se sentir rocher, forcément. Herbe, bien sûr. Vent, certainement. Eau, très peu. Le jour comme la nuit,
épier, scruter, oublier la peur qui serre le ventre, qui transfigure les ombres, rend les plantes griffues et le vent rugissant. Attendre des heures et puis soudain s'armer de courage et s'élancer pour combattre. Alors Yacouba croisa le regard du lion, un regard si profond qu'on aurait pu lire dans ses yeux. Comme tu peux le voir, je suis blessé. J'ai combattu toute la nuit contre un rival féroce. Tu n'aurais donc aucun mal à venir à bout de mes forces. Soit tu me tues sans gloire et tu passes pour un homme aux yeux de tes frères, soit tu me laisses la vie sauve et à tes propres yeux, tu sors grandi, mais banni, tu le seras par tes pairs. Tu as la nuit pour réfléchir. Au petit matin, Yacouba ramassa sa lance, jeta un dernier regard sur le lion épuisé et prit le chemin du retour. Au village, les hommes, son père, tous l'attendaient. Un grand silence accueillit Yacouba. Ses compagnons devinrent des guerriers respectés de tous. À Yacouba, on confia la garde du troupeau, un peu à l'écart du village. Mais c'est à peu près à cette époque que le bétail ne fut plus jamais attaqué par les lions. Le conte est magnifique parce que justement, on a là affaire à une anti-conception viriliste du courage. Le courage ce n'est pas celui du tueur, n'est pas l'expression de la malitude, parce qu'il s'agit d'un rite d'initiation qui impose le fait de tuer l'animal, et il déroge à cette règle. Yacouba décide de déroger. Il le paie au prix fort, celui de la disqualification et de la relégation par rapport évidemment à la communauté. Oui, on pourrait dire, parce que tout à l'heure vous avez évoqué une phrase de Yankelevitch, être courageux, c'est commencer à l'être. Ça, ouais. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Voilà. C'est un paradoxe. Il déroge aux attendus du courage de sa tribu, Yacouba. Il ne respecte pas le prescrit. Mais ce faisant, il invente quelque chose. Il invente une nouvelle modalité d'affirmation du courage. Un courage qui compose avec l'humanité. Et une humanité en dialogue avec l'animalité. Une humanité qui ne se croit pas obligée de s'affirmer au détriment de la vie de l'animalité. Je n'ai pas besoin, pour exprimer mon humanité dans sa forme la plus haute, de tuer l'animal. Et ce faisant, Yacouba pose un acte fondateur. Rien ne disait qu'il allait choisir cela, faire ce choix. Il y a donc une part énigmatique. Et on pourrait dire que à ce moment-là, Yacouba commence à être courageux. Le courage est un art des commencements. Un commencement, c'est une création de l'inédit. C'est la chose la plus difficile. Je ne sais pas si on peut relier ça aussi à... Parce que vous avez écrit un livre, La philosophie sort de la bouche des enfants, et il y a un passage sur l'amour dans ce livre. Donc, comme vous évoquiez aussi le respect, l'humanité de Yacouba, ça me fait penser à faire un lien peut-être avec le travail du courage dans l'amour. Vous dites, enfin c'est moi qui le dis là, à partir de ce que vous avez noté, cette construction à deux, donc l'amour entre deux êtres, un homme, une femme, deux femmes, enfin tout ce qu'on peut imaginer, on passe donc du duel au duo. Et je trouve que c'est très intéressant aussi parce qu'on voit bien, si on reprend Orlando, on voit bien aussi cette dimension de pouvoir qui s'immisce dans la relation amoureuse, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas que ça ne se passe pas comme il voudrait que ça se passe. Et d'ailleurs, dans ce trio-là, il y a vraiment un pouvoir de chacun sur l'autre. Personne n'est satisfait. Et là, vous pointez justement que construire quelque chose à deux, c'est construire sa propre existence à deux.
et croître avec celle ou celui qui partage son existence, qui demande sans doute beaucoup d'échanges, de parler, de respect l'un de l'autre, hein, pour que ça ne devienne pas une emprise. Et ça, c'est vrai que c'est difficile aussi, parce qu'on cherchait aussi des exemples de courage qui ne font pas appel à des situations extrêmes. On voit tout de suite, moi, quand on m'a parlé de courage, la première réaction que j'ai eue, la guerre. Alors, je ne dis pas qu'on est en période de paix là, en ce moment, hein, mais la guerre, c'est toujours, on voyait toujours à travers ce côté de gloire, et puis qu'on pouvait se montrer courageux que dans des situations extrêmes. Mais là, décider de vivre avec quelqu'un, choisir une personne, ouais, comment faire pour exclure toute logique du pouvoir? C'est pas simple. C'est pas simple du tout, me semble-t-il. Qu'en pensez-vous? Oui, oui. Je songe en vous écoutant au magnifique ouvrage de la romancière Nancy Houston, L'espèce fabulatrice. Nous passons notre vie à nous raconter des histoires. La fable, justement, de la force, de la virilité. Mais il y aurait une autre référence, c'est Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, où au chapitre 35 ou 36, j'hésite un tout petit peu, eh bien, Cohen démonte cette farce, justement, de l'affirmation de certains bons sentiments. Vous retrouvez ça aussi chez Tolstoï dans la sonate à Kreutzer. Les choses commencent bien mais finissent mal. Chez Cohen aussi d'ailleurs. L'enfermement dans une relation à deux, hein, qui, aussi belle qu'elle était à son point initial, finit par se scléroser. Donc l'amour a besoin d'être irrigué par la vie. Et la vie, c'est aussi, d'une certaine façon, le refus de la servitude. Hein. Le courage, on va le voir, j'en parlerai, au niveau de la conception du courage comme travail politique. Eh bien, ça marche aussi dans le couple. Si eh bien, une servitude existe et donc contamine le sentiment amoureux, elle est vouée à le faire peu à peu s'étioler. La servitude liée par exemple à l'inégal partage des tâches domestiques, qui n'est pas du tout pensée dans notre société comme un problème politique à part entière, ce qui devrait être le cas. Hein. Voilà, donc oui, amour, l'amour ça vient du cœur, et donc l'amour qui suppose l'existence réelle d'une égalité entre les deux protagonistes de la relation, est quelque chose qui élève l'âme et qui a à voir avec le courage. Et je le montrerai un peu plus loin en parlant du travail politique, le courage comme travail politique. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est le bon moment, parce que j'avais noté aussi comme question, parce que là, vous l'abordez d'une autre manière, mais je pense que ça se rejoint. Que devient le courage? Comment le trouver dans notre société, là, actuellement, un courage, parce qu'une société qui refuse le risque, et qui refuse aussi, qui s'englue dans la performance. Donc peut-être on pourrait switcher avec la figure de Bartleby après. Oui, alors on peut commencer de façon chronologique. Bartleby, tout le monde sait-il qui est Bartleby? Bartleby, c'est un avoué dans une étude notariale au milieu du XIXe siècle. C'est Herman Melville, auteur de Moby Dick, qui a aussi publié quelques nouvelles et qui publie son Bartleby, qui raconte l'histoire d'un ancien employé des postes à la poste de Washington. Il se retrouve au chômage et échoue dans l'étude d'un avocat d'affaires à New York. Quel est son travail? Eh bien, il s'agit de copier des textes de loi. Pourquoi? Pourquoi est-ce stratégique? Ça peut paraître rébarbatif, ça l'est, mais c'est stratégique.
Parce que nous sommes en plein essor du capitalisme financier et que donc chaque cabinet d'affaires doit être au taquet par rapport à la législation pour ne pas être pris en défaut et pour pouvoir éventuellement coincer un concurrent déloyal. Bartleby arrive dans l'étude et se montre un employé extrêmement zélé. Il abat la copie, jour et nuit. Il ne quitte pas l'étude. Et puis un jour, son employeur lui dit « Bartleby, j'ai besoin que tu fasses des heures supplémentaires. » Bon, je traduis en langage, c'est beaucoup mieux dit dans la nouvelle et surtout en anglais de Melville. Et Bartleby répond « Je préférerais ne pas. I will prefer not to. » Son employeur est stupéfait. Comment est-ce possible? Et il attend un petit peu et il lui repose la même question. Même réponse, je préférerais ne pas. Ce faisant, Bartleby ne dit pas non, mais il ne dit plus oui. Voyez? Ce qui plonge son employeur dans un certain état d'irritation, d'incompréhension. Or, il apprécie son employé et il essaie de négocier, etc. Toujours est-il que Bartleby, c'est un peu la problématique du rapport du cœur au travail, du courage au travail, le cœur à l'ouvrage, hein, et du sens et de sa perte. Bartleby a perdu le sens de son travail, il a perdu sa boussole. Et il affirme, à mes yeux, c'est ce que j'écris dans un long chapitre d'ouvrage, il exprime une forme de courage d'être paradoxal, qui le marginalise. Il est anorexique, il se nourrit à peine et il est indélogeable. On dirait aujourd'hui, il est schizophrène. Et pourtant, je soutiens qu'il exprime une forme paradoxale de courage. Alors ça, c'est, si vous voulez, on en a fait un modèle de la résistance aux excès du capitalisme. Pour moi, c'est plutôt l'affirmation d'un modèle de la réticence. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui. Vous voyez, c'est une figure trop peu connue. Mais aujourd'hui, nous en sommes... Alors, Bartleby se laisse dépérir, son corps s'efface, il est mis à la porte parce que son employeur, n'en pouvant plus, vend son étude, parce que Bartleby ne part pas. Donc l'employeur vend l'étude et Bartleby se retrouve à la rue et échoue à la prison des tombes de New York où il mourra de consomption. Bon, on peut se dire... mais vous voyez, la question du corps, elle est très présente. C'est l'effacement du corps. Quel lien pourrait-on établir avec la situation actuelle? Aujourd'hui, certains collègues en sociologie du travail, sur la base d'enquêtes de terrain, parlent de management désincarné. La disparition du corps, la disparition des rapports, vous savez, aujourd'hui, avec le Covid a accéléré cela, beaucoup d'opérations se font à distance. Des interactions infralinguistiques, mais nécessaires néanmoins pour constituer l'échange. Hein. Et du coup, une de mes collègues parle de management désincarné. Donc à mes yeux, depuis le 19e siècle, pour des raisons différentes, soit à travers l'épuisement professionnel qui met le corps en retrait, ou à travers l'importation, le développement de nouvelles méthodes. Et dans une de ses contributions, ma collègue Marianne Dujarrier définit le travail de ceux qu'elle appelle les planificateurs du travail à distance. Le principe, ne pas connaître le travail de ses collaborateurs, mais le commander, le diriger à distance.
elle les appelle les planeurs, en jouant sur le mot planificateur, planeur, à distance. Vous voyez ? Donc, s'il y avait une tendance... Alors, pour le lien avec la question du courage, je suis obligé de schématiser, mais le courage a besoin d'un corps. Peut-on être courageux sans le corps, sans un corps et sans un cœur ? Et les évolutions actuelles, justement, et puis sans parler de l'algorithmisation du travail, de l'activité, eh bien, va nous obliger à poser ce type de questions. Et on va voir, ça va être parlant en remontant vers le XVIIe siècle, en montrant l'importance de ce que l'on perd avec le corps et en lien avec le courage. Mais peut-être faut-il encore un maillon de raisonnement. Alors, Maud, je vous laisse. Quoi ? Vous voulez... Sans voix. Vous me laissez sans voix. Non, parce que là, j'étais à peu près arrivée au bout. J'espérais que vous me donniez la voix. Oui, je vous donne la voix pour continuer. Alors, le dernier maillon du raisonnement, c'est le travail du courage, non plus seulement comme travail de sensibilité, mais comme travail politique. Et là, je suis obligé de remonter en deçà du XIXe siècle au XVIIe siècle, avec une conception que nul ici ne peut, ne doit ignorer, la conception spinoziste du courage. Comment Spinoza, 1632-1677, auteur de la célèbre Éthique, conçoit-il le courage ? Le courage, dit-il, alors ça c'est moi, c'est un animal bijambiste. Il marche avec deux jambes, sur deux jambes. Il est, alors ça il ne le dit pas, mais il est à la fois, il a un double embranchement. Donc la fortitude, il emploie le terme latin, il écrit en latin l'éthique, fortitudo. Elle est à la fois la fortitudo animositas. Rien à voir avec l'animosité. L'animositas, c'est la fermeté d'âme. C'est vraiment la pugnacité, la ténacité. Et puis, il est, deuxième embranchement, générositas. Le courage, il est générosité. Fermeté d'âme et générosité. Et alors, je vais expliquer surtout la partie générosité. Et vous allez comprendre l'importance du corps dans tout ça, au sens politique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le courage, alors mes collègues ont forgé, mes collègues philosophes, certains collègues qui vivent au XXIe siècle, comme nous, à partir de la notion de fortitudo, on parle de fortitude, opposée à la servitude. Le courage, pour Spinoza, commente mes collègues, est d'abord à comprendre, à entendre, en tant que antidote de la servitude. En quel sens ? Et vous allez voir que on pourrait dire qu'une des nouvelles formes de servitude actuelles, c'est la désincarnation. Faute de pouvoir interagir avec autrui, eh bien, je favorise la naissance de relations de pouvoir abstraites et d'autant plus fortes. Voyez ? Parce que l'infralinguistique, le seul fait de voir l'autre, tempère, corrige, pondère certaines impressions. Je suis d'abord un petit peu interdit, je n'ose pas l'approcher. Et puis, au bout d'un moment, les choses se dégèlent et prennent un tour plus cordial. Mais quand vous êtes loin l'un de l'autre, on peut parler d'un risque de brutalisation des rapports.
Alors, j'en viens à la générositas. Pourquoi ce concept qui peut paraître un peu utopique, idéaliste, eh bien, est important, politiquement parlant? Parce que la générositas, chez Spinoza, c'est le souci généreux, sans compter, de développer les affects, alors il dit joyeux, refuser les passions tristes, qui me sont profitables, mais pas seulement à moi, en même temps, conjointement à autrui. C'est cultiver, en termes spinozistes, l'utile propre, c'est-à-dire préserver ma santé, essayer de ne pas être téméraire, d'encourir témérairement le risque, un quelconque risque pour moi, mais en ayant le souci qu'il arrive la même chose à autrui. Et c'est sur la base de la générositas que l'on construit le politique. Vous voyez, c'est l'articulation entre l'individu et le collectif, la générositas. Et la générositas, elle passe pour Spinoza par le développement de ce qu'il appelle une politique de l'amitié. À quoi assistons-nous aujourd'hui? Plutôt au développement d'une politique de l'inimitié, à travers l'éloignement des corps, la désincarnation. Nous passons toutes et tous beaucoup de temps derrière nos écrans télévisuels, informatiques, téléphoniques, etc. Vous voyez, ça compromet le lien social. Et la générositas. Et ça favorise justement l'affaiblissement du courage au sens politique. Voyez, si bien que notre société, ainsi affaiblie par le manque d'interaction sensible, travail de sensibilité et travail politique se réciproquent, eh bien, risque d'autant plus de tomber dans le risque d'une société, du développement d'une société de la lâcheté, où personne ne se sent plus responsable de rien. Voyez ? Mais ce n'est pas une lâcheté au sens moral, c'est une lâcheté au sens structurel. Parce que cette lâcheté structurelle, elle est compatible avec la force. Ne méprisons pas la nouvelle figure du lâche. Le lâche, ce n'est pas le ventre mou, c'est la raison du monde. Et vous pouvez vous retrouver facilement seul face à un ensemble de collègues de qui vous attendriez une défense, un soutien, qui n'en feront rien. Pas parce que ce sont des lâches au sens moral, mais parce qu'ils sont pris dans un maillon, justement, d'affaiblissement de la générositas, du contact sensible avec autrui. Ils n'en ont plus la force. Vous voyez, réfléchir sur le courage aujourd'hui à partir de certaines catégories, vous voyez, qui peuvent paraître montées à Mathusalem, Aristote, poussiéreux, Spinoza, XVIIe siècle, peut nous aider, me semble-t-il, à penser l'actualité. Je crois que c'est parfait. On n'a pas tout bouclé, mais on va peut-être arrêter nous de parler pour laisser il est presque 11 heures. Si vous avez des questions à adresser à Eric, je viens vers vous avec le micro. J'arrive. Bonsoir monsieur. Bonjour monsieur. Plus par là? C'est bon? Comme ça? D'accord. Oui, je touche. Donc je vais parler assez fort. Donc au début de votre intervention, vous avez donc parlé du mot lâcheté qui m'a quand même interpellée parce que je ne voyais pas du tout la lâcheté sous cet angle. Vous l'avez également évoqué de façon plus explicite, me semble-t-il, à la fin de votre intervention.
Alors moi, il y a quand même quelques questions que je me pose. Il y a un mot que vous n'avez pas employé et qui me paraît quand même, qui sous-tend beaucoup des exemples que nous avons vus, tant celui de Pénélope que celui du conte qui nous a été lu, c'est le mot d'absurdité. Est-ce que l'absurde, qui est évidemment conçu de façon très différente selon les personnes, bien entendu, et selon les philosophes d'ailleurs, est-ce que l'absurdité ne sous-tend pas un peu notre façon aujourd'hui de justement ne pas répondre, ne pas avoir des actes courageux? Et la guerre aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas, qui est quand même un peu à nos portes de façon évidemment symbolique, est-ce que ce n'est pas aussi tout ça, nous sommes confrontés à l'absurde en permanence? Pourquoi ce mot n'est pas évoqué dans votre explication? Alors, le public est toujours là pour compléter, pour aider un orateur à aller plus loin. Alors, vous voyez, mon passage à la chaire de psychologie du travail auprès de personnes qui écoutent la parole de celles et ceux qui travaillent m'a peut-être inconsciemment fait résister. J'ai évoqué implicitement la question de l'absurde à travers l'idée de perte de sens à un moment donné, mais très laconiquement. Et puis, après, en vous écoutant, et je vous remercie infiniment, parce que ça m'évoque la réflexion suivante. Pourquoi n'ai-je pas été jusqu'à prononcer le mot? Pourquoi ne pas avoir cité Albert Camus? Vous voyez, j'aurais pu. Le mythe de Sisyphe, etc. Voilà, l'homme révolté, c'est en plein cœur de la problématique, bien sûr. Alors, je pense que la notion d'absurdité, aujourd'hui, mériterait... Je viens de publier un chapitre d'ouvrage sur le sens au travail et le sens du travail. Et je n'ai pas non plus employé le mot d'absurdité. Je pense que ce concept mériterait d'être revisité lui aussi, comme celui de courage. N'est-il pas une forme défensive, une stratégie de défense opposée à ce qui, de prime abord, nous semble dépourvu de sens? Voilà, l'absurde. Je pense qu'inconsciemment, j'ai résisté. Alors, le travail, peut-être qu'il faudra que j'aille voir un psychanalyste pour essayer de voir pourquoi je n'ai pas laissé remonter cet inconscient. Mais voilà, je vous réponds en convoquant la question de l'inconscient. Mais ce que vous dites, sur le fond, est parfaitement juste. J'y souscris, bien sûr. Une autre question? Ah oui, j'arrive. J'aime bien me promener comme ça. Oui. Bonjour. Moi, concernant la fin de votre intervention, vous parliez notamment du fait qu'on était très souvent connectés, donc de connecter l'un de l'autre d'une certaine manière. Et vous parliez aussi qu'on a besoin du corps pour le courage. Et étymologiquement, vous disiez que âge, c'était l'union. Et diviser pour mieux régner, j'ai envie de dire, car l'union fait la force. Est-ce une stratégie pour nous désarmer face à l'injustice? Oui, la division pour mieux régner, et j'ajoute, l'auteur de cet adage ne dit pas diviser pour mieux gouverner. Régner n'est pas gouverner. Régner, c'est l'apanage des tyrans, des rois, des empereurs, etc. Or, nous sommes supposés être en régime démocratique. Voilà. Mais oui, classiquement, diviser pour mieux régner est une stratégie que l'on pourrait qualifier de stratégie anti-courage, anti-fortitude, pro-servitude. Bien sûr, oui, ça va dans le fil du raisonnement tenu. Alors, le courage, c'est l'union intra-individuelle de l'affectivité et de la raison.
Et sur le plan politique, on pourrait rêver d'une union de la composition des puissances de vie et d'exister, de penser et d'agir de chacune et de chacun, avec un principe organisateur qui ne les contrarie pas. Hein. Mais ce serait le sens de la démocratie. Sur fond, non pas de division, mais, pour reprendre un terme spinoziste, sur fond de concorde civile. C'est un terme aujourd'hui, et dans le mot concorde, vous retrouvez le mot cœur. Concordia, avoir le cœur avec. La concorde. Aujourd'hui, on parle de paix, de coexistence pacifique ou coexistence, mais vous le remarquerez, vous l'avez sans doute remarqué, très peu de concorde. Une autre question. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la thématique du courage est quand même vraiment centrale et qu'on a vraiment un directeur d'opéra qui fait les choses bien. Je fais un peu de pub en passant. Bon, je ne peux pas très bien m'exprimer, mais courage, c'est aussi être créatif, non? Oui. Le courage, être courageux, c'est être créatif, bien entendu, parce que c'est forger un destin. Un antidestin, pourrait-on dire, au sens où l'entendrait Malraux. Ben oui, l'art est un antidestin. Et Mo, tout à l'heure, parlait de Van Gogh, le courage de créer. Le courage, ce n'est pas respecter un protocole. Il n'y a pas de protocole du courage. Et c'est ça qui en fait un élément de vie, un travail, justement. Le travail, travailler, c'est rencontrer l'imprévu. Oui, absolument. Et l'imprévu qui fait peur. Hein. Voilà, Ouais. qui rend pâle. Peur, ça vient du latin pavor, ce qui me fait pâlir, ce qui me rend pâle. Bonjour. Oui, je me permets de vous demander si vous pourriez vous livrer un petit exercice pratique à propos d'un exemple qui ne donne pas tellement à rire, mais qui est quand même un petit peu d'actualité. C'est comment pourriez-vous décliner, au regard des concepts que vous avancez, le courage dont a fait preuve Jean Moulin en ne parlant pas? Oui, alors... Vous avez bien entendu, pardon, oui, le courage dont... Ouais, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien entendu, le courage dont a fait preuve Jean Moulin, en tant qu'exemple. Oui, c'est le refus de la trahison, c'est le refus eh bien de la compromission, c'est l'acceptation totale du risque de la mort, de l'anéantissement de sa propre existence au profit. Oui, le courage... Tout à l'heure, Mo évoquait le rapport du courage à l'invisible. La plupart des actes courageux, à commencer par ceux accomplis dans l'espace domestique, et bien souvent par les femmes, eh bien, est invisible. Mais le courage est aussi silencieux. Et silence. Oui. Et un peu, en fait, à propos de Jean Moulin, et on aurait déjà pu le dire tout à l'heure pour Bartleby, c'est ne pas être complice d'une situation aussi. Donc, dans le cas de Jean Moulin, je crois que c'est ce qu'il a fait aussi, lui. Oui, c'est au-delà de sauver l'honneur à travers un acte, sauver l'honneur d'une nation, son acte, son action est d'une portée symbolique majeure. Hein. Et le courage, donc, pour aller plus loin, grâce à votre intervention, il est de portée universelle. Qu'est-ce que l'universel, dans son sens premier? C'est l'articulation entre le particulier,
le destin de l'homme compris dans sa particularité, avec toutes les caractéristiques qui étaient les siennes, Jean Moulin, et l'universel. Voilà, c'est l'idée que l'on se fait de ce que l'on a à faire. Et Jean Moulin, en faisant cela, il devient autre chose qu'un individu particulier. Il devient un être singulier. C'est l'articulation entre le particulier et l'universel, c'est le singulier. Et le singulier, c'est quoi? C'est un travail. Travailler, c'est produire du singulier. Jean Moulin a travaillé, a réinventé le courage dans la situation qui était la sienne. Il a fait fi de la particularité du phénomène sensible, matériel de son existence pour incarner, y compris en un sens paradoxal, celui de la disparition de son existence physique, eh bien, une idée, celle qu'il se faisait de ce qu'il avait à faire pour résister à la barbarie. Hein. Et en ce sens, voyez, comment peut-on... Le courage, en fait, grâce à vous, grâce à votre remarque, est ce qui nous permet de nous exaucer du plan de la particularité de nos vies, ce que je suis, avec tous les déterminants objectifs, l'âge, les caractéristiques, les habitudes de vie, etc. Ça, c'est mon individualité empirique. Et grâce à l'acte courageux, je puis m'exaucer, me hausser au niveau du singulier, de quelque chose qui me met à l'intermédiation de ce que je suis particulièrement et de l'universel. C'est une forme d'immortalité d'une certaine façon. Et il y a quelque chose de... Jean Moulin est devenu un immortel. Ah, vous savez... Ah, pardon, oui. Et puis, ça sera la dernière intervention parce qu'il faut qu'on respecte les horaires. Je me permets juste de dire que, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est mort vivant et non pas comme simple être existant? Oui, ça va complètement dans le sens de ce que je viens de dire. Oui, on peut merci beaucoup. Donc, je vais conclure rapidement. Vous voyez le boulot qui nous reste à faire, entre parenthèses. Hein. Chacun d'entre nous est concerné par tout ce qui vient d'être dit. J'espère que ça vous a réconcilié avec la philosophie. Il y a des philosophes qui arrivent à parler clairement et à faire passer des idées sans qu'on sorte de là avec les cheveux en vrille. Vous voyez, moi, j'ai pas frisé du tout, là. Il aurait fallu faire beaucoup. Mais donc, je pense qu'on peut remercier chaleureusement Eric pour son intervention en l'applaudissant.